B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la cité, bonjour la nation, bonjour la République, bonjour l'Afrique. C'est la deuxième sortie de votre programme Les Influenceurs sur B-News One, le tam-tam du continent émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Nous y sommes donc les grands chroniqueurs de B-News One et moi-même pour poser notre regard sur les faits d'actualité et des sujets d'intérêt général. Ça se dit Les Influenceurs, c'est un talk show. Merci d'être là, merci Ambroise Awono. Bonjour Jessica, bonjour à tous les téléspectateurs de B-News One, les téléspectateurs des influenceurs. Pour cette deuxième sortie de la semaine, on espère être à la hauteur de leurs attentes. Merci beaucoup d'être là également, Audringo Pomme. Bonjour JSK, bonjour à nos milliards de téléspectateurs, bonjour à Ahmed, Ambroise, François. Un bonjour particulier à toutes ces personnes qui soufflent sur une bougie de plus en ce jour. Merci d'être venu aujourd'hui, Ahmed Bala. Merci Maestro, bonjour à vous, bonjour au digne fils de Mona Télé, bonjour à l'international François qui est là et j'apprécie bien sa cravate. Bonjour à
à la dame toute vêtue de rouge, l'époustouflante Audrey. Bonjour à tous les téléspectateurs de B-News, particulièrement à ceux qui nous regardent en ce moment dans le cadre de notre programme, les influenceurs. Bonjour François. L'arbre ne peut se lancer à la conquête du soleil qu'en restant fermement attaché à ses racines. Ce qui vous vient d'outre-mer n'est pas toujours forcément ce qui fait la constitution même de l'Africain. Les valeurs des autres peuvent vous perdre. Les valeurs des autres peuvent vous déraciner. C'est la raison pour laquelle ce matin, les ancêtres me font vous tenir le discours suivant. Consommez la coutume, la tradition et les cultures de chez vous. Parce que ce sont les cultures de l'Afrique qui font qu'on vous appelle Africain. Vous, quelle que soit votre durée, au-delà de la Méditerranée, vous ne serez jamais occidental. Vous resterez toujours africain. Et une fois dit, que il faut rester au village, c'est ça? Il faut aller chez les autres tout en restant soi-même. Aller chez les autres ne veut pas automatiquement dire qu'il faut se dépouiller, qu'il faut se dénaturer. C'est la raison pour laquelle ici sur le plateau, je renouvelle mon allégeance au sultan Ahmed de Massangam, au digne fils de Mona Télé, à vous de Bambi, mon cher GSK, je salue tous les garants de la tradition du village de Bambi, en commençant par le chef traditionnel. Et comment est-ce que je vais oublier tous ceux du village de la charmante et de l'époustouflante Audrey Gormapoubi. Gormapoubi, bien évidemment. Gormacaque. Gormacaque. De toutes les façons, le message a été perçu, puisque vous aurez le village de votre mari. Merci. C'est pour ça que j'ai hésité à donner le nom de votre mari, le ministre. Donc, merci beaucoup d'être là, bonjour François. à leur majesté Émilie Alexandre, à Mbenti et à Nkwangwano du village des Hauts par essai. Merci beaucoup. Le village, comme c'est beau d'être au village. Aujourd'hui, dans le Focus, nous parlerons du village, mais de l'exode rural pour s'interroger pourquoi est-ce que les jeunes vident-ils leur village? Pourquoi quittent-ils, partent-ils en masse pour les villes? C'est ça le thème du Focus ce jour qu'on aura en dernière partie de ce programme. Bien entendu, vous aurez droit à votre carton, vos cartons, autant pour moi les cartons du jour. Ils sont rouges, verts, ils sont également jaunes. Vous aurez également droit à votre revue des unes des journaux, mais aussi au Njapap, à l'histoire du jour. Eh bien, cela dit, on va lancer dans un tout petit instant avec la toute première rubrique de ce programme. Eh bien, on va donc revenir sur ce plateau pour ouvrir la première partie de ce programme, la rubrique Le carton du jour avec François Besseux, votre premier carton. Oui, mon carton a exactement la couleur de la robe de l'époustouflante et de la charmante, de la très splendide et de la très sublime dame qui se trouve à ma droite. Vous voyez bien que j'ai les mots. Je suis tout émotif parce que ce carton est rouge. Voyez-vous, aujourd'hui, notre gouvernement, par le biais du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, donne des agréments à des entreprises étrangères qui viennent exploiter notre or, qui viennent exploiter nos carrières, mais qui malheureusement dépouillent nos villages de tous leurs biens et de toutes leurs ressources, sans en contrepartie ni arranger les routes, ni construire des établissements scolaires, ni fournir les centres de santé quand il n'est même pas question de les construire, ni donner de l'eau aux populations, alors que les richesses qui sortent, c'est en termes de milliards. Et le comble, c'est que lorsque les populations expriment leur ras-le-bol, on leur présente très souvent le timbre diplomatique de ces entreprises que vous ne pouvez pas attaqué sous le fait que le Cameroun a signé des conventions. Alors je me demande, je m'interroge,
je me pose la question de savoir, serait-il possible qu'un ministre en fonction puisse donner à une entreprise un agrément pour venir exploiter des richesses dans son propre village et verrait l'état de route délabré et verrait son village sans école, les ponts, les rivières sans pont, les populations sans possibilité et même, vous savez, pour les carrières, c'est de la poussière. Donc, il y a une sorte de pollution de l'environnement. Alors, je me demande si c'était dans le village du ministre, est-ce que nous pourrions avoir ce type de conséquences? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que quand c'est dans les villages des autres, il n'y a pas obligation d'agir? Pourquoi est-ce que quand on a donné à une entreprise, je ne sais pas, une autorisation d'exploiter les richesses d'un village, on ne se rassure pas? Comment est-il possible qu'on ne pense qu'à ces rétrocommissions? Comment est-il possible qu'on ne pense qu'à ce qu'on gagne et qu'on ne puisse pas se soucier au minimum de ce qui peut revenir aux populations? Lorsque nous nous comportons comme cela, vous-même regardez les écoles des villages dans lesquels on vient couper du bois, on vient chercher de l'or, on vient chercher du gravier. Regardez ce qu'on fait de notre jeunesse. C'est dans ces conditions qu'on pense que les jeunes doivent évoluer, que les jeunes doivent prospérer. Comment est-ce que, sans connaissance, sans possibilité de se soigner, regardez les routes, comment est-ce qu'on peut rejoindre la capitale ou les... Comment est-il possible que des êtres humains à qui on a donné tout ce qui est nécessaire pour faire le boulot qu'ils doivent faire ne puissent pas donner le minimum? Est-ce qu'on peut aller jusque-là pour son propre pays? Carton rose. Merci. Monsieur le ministre Gabriel Dodo du ministère des Mines, de l'Industrie et des Technologies. Alors vous donnez le carton rouge au ministre des Mines ou à monsieur Gabriel? Oui, tous les ministères qui sont... Gabriel Dodo Ndoké. Ouais. C'est à lui que vous donnez le carton rouge. Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Vous avez la parole, vous qui le connaissez très bien. Bah, je ne connais pas seulement le ministre, je connais le ministre de nom, le jour qu'il a été nommé à la tête de ce département ministériel le 4 janvier. Après, je ne l'ai plus jamais vu, même dans la réalisation des reportages. Mais sauf que j'ai réalisé des reportages dans des endroits comme ceux dont on vient de nous présenter. Moi, j'étais dans la localité de Kambélé. Kambélé, dans le département de la KDI. Ça, c'est à l'est. C'est toujours à l'est. Région de l'est du Cameroun. Oui. Je suis allé réaliser un reportage là-bas parce que les populations en avaient ras-le-bol. Par rapport à une société d'exploitation minière, c'est-à-dire les Chinois, sont venus s'installer dans le village et au lieu que les populations bénéficient des rudiments lorsqu'une entreprise d'exploitation minière vient s'installer dans une localité, je pense que la moindre des choses que le ministre, les autorités administratives doivent, en partenariat dans leurs conventions, il faut au moins les routes, il faut au moins l'école. Il faut permettre aux personnes qui vont travailler de vivre, de ressentir qu'il y a une entreprise qui vient exploiter, qui vient exploiter la mine dans leur localité. Mais sauf que ces gens sont près de l'entreprise, mais loin des avantages que doivent bénéficier les populations lorsqu'une entreprise vient s'installer. Ces entreprises viennent creuser des trous béants. Au terme, après avoir récolté, les mines disparaissent et laissent ces trous béants. Et généralement, ces mêmes trous deviennent la mort, la source même des décès des populations qui vivent dans ces localités. Il y a ces trous béants, il y a également que des ruisseaux. Vous savez que la plupart des départements, les noms des départements du Cameroun, c'est à travers des fleuves. La KDI, aujourd'hui, est polluée. La KDI est polluée parce que lorsqu'on veut extraire l'or, les eaux souillantes qui sortent de ces trous béants partent détruire la KDI et les populations sont dans des difficultés énormes. Voilà donc les maladies qui surviennent. Voilà donc le calvaire des populations qui ne savent même plus à quel sens se vouer à cause de ces sociétés d'exploitation. Je dis que je partage
entièrement le carton rouge de François Bessetou contre le ministre Gabriel Denon-Douké, qui devrait quand même réunir les éléments lorsqu'il y a convention avec une société d'exploitation minière, de permettre aux populations de se sentir impliquées à la présence de cette société. Le ministre des Mines, dites-vous, il faut quand même souligner que le ministre des Mines n'est pas le seul acteur. C'est vrai que c'est lui qui est ciblé aujourd'hui dans ce type d'exploitation. Il y a également des élites qui sont concernées, qui sont directement concernées, parfois par des rétrocommissions, des positionnements des entreprises. Ils jouent un rôle parfois important, mais il faut dire que ces élites-là, qui sont censées, n'est-ce pas, défendre les intérêts de population, qu'ils connaissent mieux que les entreprises qui arrivent, parce que c'est eux, c'est leur population. Et alors c'est eux qui vendent moins cher leur population, c'est eux qui exposent leur population. Et donc je vais ajouter à cette catégorie, au ministre des Mines, ces élites de ces localités qui sont exploitées et surexploitées. La seule chose qu'on peut remarquer lorsque ces entreprises sont parties, qu'on peut retrouver là-bas, c'est des indicateurs de leur passage. Soit c'est la belle maison construite, merci, la belle maison construite de l'élite, soit ce sont des enfants bâtards qui sont restés, ils sont venus exploiter, surexploiter les jeunes filles de la localité, puisque généralement ils viennent sans leur famille, et ils y laissent même parfois des maladies incurables. Donc vous voyez, voilà le type de conséquences, le type de revenus, hein, peut-on dire ainsi, bénéfices que tire une localité qui vient de laisser exploiter son or, son diamant, son bois, et de laisser partir des milliards et des milliards de francs. À mon humble avis, moi je considère ça comme un acte de dictature. À quel moment on décide d'exploiter une localité sans réunir les grosses têtes de la localité, si je peux dire ainsi? Je pense que ça devrait être de commun accord. On s'assoit, on réfléchit, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que vous aussi vous gagnez. Lorsqu'on se comporte comme ça, c'est un peu comme si on n'a pas ces populations-là n'ont aucun droit. Ils sont juste là pour subir les décisions prises par le gouvernement. C'est pas normal. Le minimum, c'est quand même faire la route. Ambroise a dit quelque chose tout à l'heure. Parfois même, la route n'est pas bonne. Mais lorsqu'ils décident de partir, la route est complètement dégradée. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire quand ils arrivent, la route est passable. Oui. Et quand ils partent, la route est complètement dégradée. Parce qu'ils utilisent des engins qui, ma foi... Des engins lourds. Justement, et qui creusent qui parfois détériorent la route. Ce n'est pas normal. Ayez un peu pitié de ces populations-là. Et je veux aussi m'adresser aux populations. N'acceptez pas vous faire exploiter de la sorte. Lorsque vous voyez une entreprise déjà s'introduire dans votre localité, saisissez le sous-préfet. Dites au sous-préfet que vous n'êtes pas au courant de la venue de ces gens-là. Je m'explique. Il y en a un cas actuellement vers un four là-bas et tout ça. C'est le sous-préfet même qui va amener la gendarmerie. Dès qu'il y a un mouvement d'humeur, le sous-préfet vient avec les éléments de force de maintien de l'ordre. Vous venez calmer les populations. N'ayez jamais peur lorsque vous avez raison. N'ayez jamais peur lorsque vous avez raison. Si vous vous soulevez contre ces entreprises-là, ça va arriver ou ça doit arriver. Ce n'est pas normal qu'une structure s'introduise dans une localité pour exploiter la localité et qu'à la fin, la localité ne bénéficie de rien. Au contraire, elle perd ses richesses. Je m'adresse au gouvernement camerounais parce que je peux comprendre que ces personnes-là n'ont rien à foutre de notre développement. Mais soyez un peu intelligents, soyez un peu humains. Peut-être il ne s'agit pas de vos villages, mais pensez à ces gens-là. C'est l'occasion pour ces populations-là d'avoir un tout petit peu de développement. Parce que lorsque vous allez ramasser toutes ces mines, elles n'auront plus rien. Rien en échange. Ça doit être comme un troc. On vous donne nos terres, vous nous donnez le développement, vous nous donnez la route, les hôpitaux. C'est simple. Et en plus même, si vous décidez de refaire la route, de construire un hôpital, une école, ça n'enlève même pas les 1/10 de ce que vous allez extraire de ces terres-là. Merci beaucoup, Rodrigo Poma. Le sultan Ahmed Mbala,
Oui, je partage aussi, hein, comme tout le monde, le carton rouge de François. Mais je voudrais dire que tout cela émane du fait qu'il existe une certaine opacité dans la gestion ou alors dans l'exploitation minière au Cameroun. Vous savez que cela est régi, il y a eu un nouveau code minier en 2016 et qui essayait d'établir la norme de la gestion de nos ressources minières. Et vous vous rendrez compte que dans ce code minier, il est indiqué un certain nombre de préalables lorsqu'une entreprise voudrait venir exploiter ces ressources minières. Et quand vous irez donc dans les faits, c'est-à-dire dans la réalité, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas. François évoquait tout à l'heure, en montrant certaines images, la régie montrait certaines images, les routes qui ne sont pas faites, les écoles qui ne sont pas faites. On vous ajoutera à cela, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Tout cela rentre généralement dans le cahier de charges de l'entreprise exploitant dans la localité. Ça rentre généralement dans le cahier de charges. Mais maintenant, il y a une norme dont je vous ai parlé et qui est régie par le code minier, le nouveau code minier voté en 2016. Et ce code indique que avant qu'une entreprise n'ait, par exemple, l'autorisation ou alors la licence d'exploitation, cela va d'abord de la base. C'est-à-dire que le responsable du ministère en charge des mines, je voudrais dire que du département, de la localité ou alors du département, c'est avec lui que les travaux sont d'abord effectués. C'est lui qui essaie de voir est-ce que c'est possible, dans quelle zone est-ce qu'il veut. Puisqu'il est sur le terrain, il est l'opérationnel. Et c'est lui qui peut remonter au niveau du ministère que la zone qui va être exploitée par l'entreprise, c'est possible, effectivement, ça présente, je voudrais dire, des caractères qui peuvent permettre une certaine exploitation. Mais vous vous rendrez compte à la fin que toutes ces entreprises qui reçoivent donc les licences d'exploitation ne travaillent jamais avec l'autorité locale. Ils vont au ministère, ils reviennent, ils débarquent simplement avec l'autorisation. Ça fait que même le chef de département local, ni le chef de département, ni le chef de village, personne les élites parfois locales, personne n'est au courant. On voit seulement les engins arriver. Lui, il a déjà obtenu sa licence au niveau, je veux dire, de la plus grande autorité, à savoir le ministère qui délivre les autorisations. Voilà. Lorsqu'il arrive, il commence simplement l'exploitation et au mépris d'une certaine réglementation ou alors au respect d'un certain nombre de choses. Et vous comprendrez, lorsque le digne fils de mon atelier évoquait le cas des Kambélé, la localité. Non, pas de Kambélé, mais de ces crevasses que ces entreprises, parce que le fait de chercher, par exemple, les mines, on creuse. Et quand ils creusent, ils laissent effectivement des trous partout. Et ça fait qu'en saison pluvieuse, c'est des mares d'eau, ça fait des petites rivières. Alors que selon le code, il est indiqué qu'après cela, ils doivent rembler. Sinon, même le ministère de l'Environnement s'en est plaint en estimant que c'est un danger. C'est un danger pour la faune. Vous imaginez des crevasses pareilles, les animaux viennent et ils tombent, c'est un piège pour eux et ils meurent. Donc ça devient un danger pour la faune. Donc, à mon sens, il est important que les autorités du pays comprennent effectivement que le développement du pays commence par le développement des localités. Et ces localités ne peuvent pas se développer si les ressources, si elles ne peuvent pas elles-mêmes exploiter les propres ressources qu'elles génèrent, dont les localités génèrent. Il est inadmissible que une localité vous produit la carrière, mais elle n'a pas de route. Merci beaucoup, Une Ahmed. localité vous produit donc de l'or, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau de téléphone, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Merci beaucoup, c'est compris. Donc, exploitation minière dangereuse, abusive, on peut me le dire ainsi, avec des impacts socio-culturels négatifs, des exploitations qui déséquilibrent, n'est-ce pas, la vie sociale, la vie environnementale, même l'écosystème dans les régions et localités ciblées. Merci beaucoup, François Besseux, de nous ouvrir les yeux. De nous ouvrir les yeux sur... Faire les
marabouts, parce que en fait, c'est aussi eux, les membres du gouvernement, qui aiment aller consulter les ancêtres ou consulter des marabouts. Aujourd'hui, quand les pygmées n'auront plus de forêt, il n'y aura plus d'écorce. Il n'y aura plus d'écorce. Ils vont devenir ministres comment? S'il n'y a plus d'écorce, ils ne peuvent plus devenir ministres. Ça fait rire, mais c'est vraiment, ça vaut la peine d'en pleurer. Merci, ça nous inspire d'ailleurs un focus dans les prochains jours. On pourrait s'attarder un tout petit peu sur l'exploitation. Peut-être avec un invité, pourquoi pas. Merci François de nous ouvrir les yeux sur cet aspect-là. On va donc nous diriger vers Ambroise Awana pour son carton. Oui, je vais donner un carton rouge une fois de plus et je repars dans la localité de Bafia. Vous allez certainement vous dire que c'est un... À l'hôpital toujours? Oui, à l'hôpital toujours. C'est pas l'acharnement contre le directeur de district de Bafia qui assure l'intérim. L'émission qu'on a réalisée il y a quelques jours a eu un écho dans la localité de Bafia. Et le directeur a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'il utilise les voitures des services, c'est-à-dire l'ambulance, pour aller transporter le bois dans son champ. Parce que les informations qui nous parviennent disent qu'il était chef de santé du même centre hospitalier. Donc, il est déjà... Non, pas district de santé. Donc, il y a l'hôpital de district de Bafia. Et au sein de l'hôpital de district de Bafia, il y a un centre de santé intégré. Et c'est lui qui était le directeur de ce centre intégré. Le chef de ce centre de santé là. Donc, et ça fait longtemps qu'il est là-bas. Il est déjà comme autochtone. Et il est passé à la vitesse supérieure parce qu'il a eu écho de ce qu'on a dit. Il a décidé de faire ce qu'on appelle un règlement de compte au personnel. Le personnel qui travaillait autour de lui, qui sont ce qu'on appelle ses collaborateurs les plus proches, il les a réduits à des portions congrues. C'est-à-dire, ils sont, voilà donc, des docteurs, des médecins qui sont devenus des agents d'entretien au sein de l'hôpital pour leur prouver que c'est lui le nouveau directeur. Madame le maire est même venue parce que les populations ont décidé de se lever. Ils sont allés voir madame le maire qui est venue. Pour intégrer ce personnel-là, il les a réduits en agents d'entretien. Il a également, dans la gestion du Covid-19, des fonds Covid, le ministre de la Santé avait envoyé une somme de 10 millions de francs CFA pour la prise en charge des personnes qui géraient cette pandémie dans la localité de Bafia, dans le Bamenou en général. Apparemment, à l'heure où je vous parle, il y a un contrôle du contrôle supérieur de l'État qui est en train de connaître, veut savoir, il y a l'audit, il veut savoir comment est-ce que les 10 millions ont été gérés. Apparemment, personne n'a reçu un seul copec des personnes qui étaient chargées de la prise en charge de cette pandémie. Il a affecté d'autres personnels dans des localités les plus reculées du Bas-Méinoubou où c'est des zones totalement enclavées. Donc voilà donc un nouveau directeur qui est venu mettre une paralysie à nul autre pareil au sein de l'hôpital des districts de Bafia où personne ne sait même plus quoi faire. L'hôpital est en débandade totale et au mépris de tout, il décide de gérer l'hôpital à sa guise parce qu'il estime que les personnes qui sont en train de relier ces informations et le traitement qu'il les inflige là-bas, il estime que ces personnes sont un danger pour lui. Il faut les écarter à tout prix. Carton rouge au directeur. Et je vais ajouter quelque chose. Oui. Avant d'être chef de santé intégré au sein de l'hôpital des districts, il était dans un hôpital à Bamenda. Et il a travaillé avec le préfet actuel du département du Bas-Méinoubou. Et il fait la sourde oreille. Quand les populations partent voir le préfet zélé ne reçoit pas les populations. Il ferme carrément son bureau. Donc je donne le carton rouge d'abord au préfet, mais également au directeur. Il n'y a pas de carton. Non, on va garder l'autre carton pour demain. Pour demain, vous nous rappellerez ce préfet qui ne veut pas écouter, s'ouvrir aux populations. Mais moi, je me pose la question de savoir comment vous pouvez être... vous avez la grâce que les populations vous ouvrent les yeux sur une bavure, une erreur que vous commettez. Au lieu de
vous corriger, au lieu de vous raviser, on en parlait avec la France, avec la frappe aérienne, et ainsi de suite. Au lieu de vous raviser, vous faites plutôt montre d'un zèle inutile, n'est-ce pas? Et puis vous en prenez aux gens. François Besseux, c'est quand même étonnant. Non, mais ce n'est pas un zèle inutile. C'est-à-dire que vous savez, le Cameroun fonctionne en réseau. Et tant que vous avez votre grand maître, c'est-à-dire qui se retrouve à une position X, susceptible de vous couvrir, vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand vous irez regarder au fond, entre les fonds qu'on peut recevoir, entre les avantages qu'on peut avoir, c'est tout le réseau qui est alimenté. Du coup, les membres du réseau ont toujours pour habitude d'être solidaires. Pour une fois que les voleurs sont souvent solidaires, c'est dans ces réseaux-là. Donc vous avez aujourd'hui, d'abord un individu qui est entré dans la profession par infraction. Et je dis, moi ce qui m'attriste, c'est l'engagement, c'est l'engouement avec lequel le ministre Manaouda a introduit son magistère. C'était quelque chose de magnifique, c'était quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose qui a fait bouger les lignes pour le peu de temps qu'il a pris d'aller dans certains centres voir comment est-ce que les choses se passent. Mais voilà qu'à quelques kilomètres de lui, juste à un jet de kilomètres, il y a un individu qui confond, c'est-à-dire le bien public avec le bien privé, et qui, par rapport au réseau qu'il a fait entrer dans les questions de santé, ben, il sait qu'il est intouchable. Et je vous assure, ce monsieur va rester là au moins pour 5 ans ou pour 10 ans encore. Vous ne pourrez rien. Ça veut dire que là où il est là, même le ministre de la Santé n'est pas en capacité de lui faire quoi que ce soit. Et je vous mets à défi. C'est-à-dire que s'ils entrent en concurrent, s'ils entrent dans une opération frontale entre le ministre de la Santé et lui, ce monsieur en sort gagnant. Et c'est pour ça qu'il peut faire ce zèle. Il a aussi son pote qui est préfet. Et je peux aussi parier que face à Tangandji, ce préfet-là en sort gagnant. Parce que je vous dis encore, dans ce pays, il y a des gens qui sont plus puissants que l'État. Et quand ces gens-là sont placés là où ils sont, par ceux qui sont plus puissants que l'État, qui les ont placés là... Et qui sont leurs subalternes. Oui, même l'État ne peut rien. Donc, qui sont paradoxalement leurs subalternes. La seule personne qui peut faire en sorte que le calme revienne ou la sérénité revienne dans cet hôpital. C'est les populations. Parce que c'est les seuls qui peuvent débarquer dans cet hôpital. Et tout arrêter. Et tout arrêter. Voilà. C'est les seuls qui peuvent lui dire, quoi que vous soyez venu travailler à Bafia, vous n'êtes pas autochtone d'ici. Ou alors c'est les seuls qui peuvent aussi mettre en difficulté ses intérêts, tout comme il met les intérêts de la population en difficulté. Mais si vous voulez compter sur le ministre de la Santé, si vous voulez compter sur le ministre de l'administration territoriale, je vous assure, il y a des gens plus puissants au Cameroun que l'État du Cameroun. Malheureusement. Et ces gens-là appartiennent à ce réseau des hommes forts plus que l'État. Merci, et c'est malheureux. Ahmed Bala, vous avez la parole. C'est le carton rouge du natif de mon atelier. Adressé à ce directeur d'hôpital à Bafia. Je crois que ça pose deux problèmes. La première chose, c'est l'utilisation abusive du véhicule, ou bien du bien public. Et pourtant c'est encadré. Le décret présidentiel du 1er août 1974 sur l'utilisation des véhicules administratifs est bien clair là-dessus, c'est-à-dire comment utiliser les véhicules administratifs, puisque le véhicule qu'il a, c'est le véhicule de l'État. Donc, sur ce point, je crois que même une élite locale, même c'est-à-dire qu'un citoyen de la ville peut prendre sa plume et écrire et se fonder sur ce décret du président de la République du 1er août 1974 et faire des photos lorsque ce monsieur va par exemple dans des champs et met son bois et autres, il filme carrément, il dit que voilà, par exemple c'est un bien public, le véhicule ne lui appartient pas, c'est pour l'État. Donc sur ce point, je crois que c'est une situation que le Cameroun connaît, c'est-à-dire c'est tout le monde
qui estime que l'État, quand l'État lui octroie un véhicule, c'est que ça lui appartient. Il fait de ça, c'est garé chez lui, il va au village avec, il va au meeting avec, c'est ce qu'il en fait. Il en fait son véhicule personnel, alors que ce n'est pas le cas. Le deuxième élément que son carton rouge soulève, c'est cette mauvaise utilisation de la ressource humaine qui est mise à la disposition de cet hôpital. Vous avez le médecin qui devient agent d'entretien. Oui, mais je crois que cela aussi est encadré par une certaine réglementation. Lorsque vous êtes affecté à un poste de service, dans votre lettre d'affectation, il est clairement indiqué votre poste de travail. Votre poste de travail. Donc, il faut que ces personnes, si on a affecté quelqu'un comme chirurgien et le directeur lui dit désormais tu es l'agent d'entretien, il refuse, il n'a pas été envoyé par l'État, il n'est pas payé. C'est le problème avec le Camerounais, justement. Il n'a pas été envoyé là-bas pour être agent d'entretien. Soit il décide de ne plus venir, ou alors il écrit à sa hiérarchie de savoir que je suis venu soigner les citoyens de Bafia et autres, je suis venu soigner les Camerounais, et lorsque je viens, on me fait savoir désormais que je ne peux plus le faire. Bon, je voudrais que peut-être vous devez repréciser mon poste et ce pourquoi j'ai été formé. Donc je crois que ces deux éléments permettent de comprendre, la gestion chaotique ou alors la gestion maladroite de ce directeur d'hôpital. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est bien important pour l'élite, parce qu'en ce moment, c'est en ce moment que l'élite intervient. Je connais bien le village de M. François. Donc, j'ai vu comment, je me souviens quand même qu'ils ont fait débarquer certains sous-préfets ou alors certains, parce qu'ils ont fait savoir qu'ils ne faisaient pas son travail et ils ont été débarqués. Donc, je crois qu'il est important pour l'élite de Bafia, qui est certainement en train de nous écouter, c'est des intellectuels, c'est des gens bien construits dans leur tête et qui savent qu'ils se soucient également de la santé de leur population. Il est très important que vous veillez à cette situation et écrivez à la hiérarchie que M. Manao Damalachi frappe ce directeur d'hôpital. Merci beaucoup. Si ce directeur d'hôpital n'est pas plus fort que lui, comme disait François Besseux, je pense qu'à la vérité, vous avez soulevé quelque chose là. Très peu de Camerounais sont capables de s'indigner et d'écrire pour, n'est-ce pas, revendiquer que quoi que ce soit au Cameroun, de peur d'être taxé d'opposants. Les gens préfèrent croupir dans la misère, mourir en silence, et ils sont nombreux comme ça, des hommes valables, des hommes intelligents, fiers, qui sont torturés dans leur service. Je dis bien des hommes, pas des médiocres en plus, torturés par des médiocres, et qui ne peuvent rien faire, rien dire. On lui dira non, on risque de penser que tu es opposant, donc, s'il te plaît, il faut s'indigner, mon cher, il faut s'indigner. Oui. Il y a des endroits où on peut faire les stars, hein, dans les concerts, les boîtes de nuit, les mariages, les anniversaires, mais pas dans un hôpital. On a plus besoin des médecins chevronnés, des personnes sur qui on peut compter lorsqu'on est malade, des personnes que lorsqu'on arrive à l'hôpital, on les trouve. On est rassuré de rentrer avec un minimum d'apaisement. L'hôpital n'est pas un lieu de distraction, l'hôpital n'est pas un lieu de règlement de compte. On peut avoir des différends avec des collègues, mais que ça ne se fasse pas ressentir dans le quotidien d'un hôpital. La situation est dure, je ne sais pas, est-ce que le ministre de la Santé n'est pas au courant de ce qui se passe du côté de Bafia? Je ne sais pas. Je pense qu'au départ, le monsieur a été mis à la tête de cet hôpital pour calmer une tension qui était déjà là entre l'ancien directeur et le chirurgien. Il ne peut donc pas arriver et bouleverser tout. Et lorsqu'on essaye de lui rappeler ce pourquoi il est là, il choisit d'envoyer des gens dans des localités éloignées, de transformer des médecins en agents d'entretien. JSK dit souvent ici qu'il faut que les Camerounais apprennent à s'indigner, c'est important. Apprenez à vous indigner, ce n'est pas... ça n'enfreint pas à la loi, ce n'est pas réprimander. Apprenez à vous indigner, apprenez à vous plaindre. Lorsque vous restez là, nous sommes partis voir le sous-préfet et que vous vous rendez compte que le sous-préfet lui aussi est dans la mafia, mais changez de cible.
Prenez, choisissez même, créez un comité pour vous rendre au ministère de la Santé afin de rencontrer le ministre, lui exposer vos problèmes. Ne restez pas chez vous, ne restez pas dans votre localité. Créez des petits groupes là dans le village, parlez du directeur. Autour du vin blanc. Non, non, non. Vous avez la possibilité de changer la situation. L'hôpital n'est pas l'hôpital du directeur parce qu'il partira. C'est le vôtre. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est vous qui perdez. C'est vous communauté, qui êtes malade. Parce que ce directeur-là, il a la possibilité de démarrer cette ambulance qui porte le corps et se rendre à Yaoundé pour se faire soigner. Mais vous, non. Donc, réunissez-vous et rendez-vous du côté du ministère de la Santé afin de trouver une solution à votre problème. Odengopon, vous gardez la parole et vous nous livrez votre carton. Mon carton ce matin, il est jaune, c'est un avertissement. Je m'adresse aux parents, à certains parents qui, lorsque leur enfant venait à faire quelque chose qui n'est pas bien, il alerte les voisins. C'est-à-dire que votre enfant, peut-être, je prends un exemple, vous a manqué de respect. C'est l'occasion d'appeler la voisine d'en face, celle de derrière, celle d'à gauche, celle d'à droite, pour lui expliquer comment votre enfant est. Ça n'aide pas l'enfant. Ça n'aide pas. Moi, je n'ai aucun problème avec un parent qui dit aux voisins que son enfant, c'est un voleur. Ça, c'est pour le bien de tout le monde. Parce qu'il faudrait que les voisins vraiment fassent attention lorsque son enfant se retrouve chez eux. Là-bas, je n'ai pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit des choses personnelles, des choses de famille, ce n'est pas nécessaire d'alerter les voisins. Même un enfant a ce qu'on appelle une intimité. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas ça. Même les enfants ont ce qu'on appelle une intimité. Je lève donc mon carton jaune pour avertir, c'est un avertissement, à l'endroit de ces parents-là qui exposent la vie intime de leurs enfants aux voisins, aux inconnus même parfois. Carton jaune, ce n'est pas bien. Peut-être pour le moment, vous ne voyez pas l'impact que ça peut avoir. Ça peut créer, susciter quelque chose de pas bien en votre enfant. Et demain après demain, vous direz, c'est un délinquant. Oh que non, c'est vous qui avez cultivé cela en cet enfant-là. Donc, carton jaune à ses parents. Oui, Ambroise, commence par vous. C'est un carton jaune. C'est un avertissement. Oui, vous avez déjà vécu des scènes comme ça où les enfants... Mais ça se passe partout, au-delà même de l'exposition des enfants. Parce qu'il y a des parents qui sont champions pour exposer leurs enfants. C'est-à-dire un problème qui peut se résoudre dans le cadre familial, se déporte à l'extérieur. Je ne sais pas si en allant dire à l'extérieur, ça va apporter une solution à la maison, mais que non, généralement. Généralement, non. Au-delà de l'exposition dont je parlais, il y a le phénomène de comparaison aussi. Il y a les parents qui aiment comparer leurs enfants aux autres enfants. C'est-à-dire que lorsqu'il veut parler à son enfant à la maison, il prend l'enfant du voisin. Je ne sais pas si le voisin a fait des écoles où le parent n'a pas pu faire pour comprendre. Il ne sait pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que lui veut te faire comprendre que tu vois comment l'enfant là se comporte, alors que l'enfant a reçu l'éducation venant de ses parents. La même éducation que vous auriez aussi que tu aurais pu donner à ton enfant, pour que celui-ci se comporte bien. Et s'il faut revenir dans le contexte de Ogré, je pense qu'exposer la vie de son enfant n'est pas bien. Au contraire, si l'enfant était délinquant, il devient davantage délinquant parce qu'il se dit qu'à chaque fois, ma vie est exposée à l'extérieur. Dès que je veux faire ceci, mes parents vont aller dire aux voisins. Ça n'aide même pas non seulement le parent, ça n'aide pas également l'enfant. Et pire encore, l'enfant peut devenir une proie pour les autres. L'enfant peut devenir, comme tu l'as dit, une proie. Et rien n'est plus mauvais dans la vie que vos enfants passent en route. Il est indexé par les voisins. C'est quelque chose, je ne sais pas comment les parents conçoivent ça, mais c'est quelque chose
de très dangereux. Moi, mes parents, mon père m'avait toujours dit que son nom ne va pas faner. C'est-à-dire que si je deviens un bandit et qu'on me présente à la télé, comme ce dont la DGSN va présenter aujourd'hui, on va dire que voilà le fils de tel. Mais si je deviens celui que je suis devenu aujourd'hui, je parle à la télé, les gens m'écoutent, on va lui dire voilà le fils de tel qui parle à la télé. Ça veut dire que son nom ne doit plus faner. Donc en réalité, l'éducation commence à la maison. Si le parent est incapable d'éduquer son enfant, il ne doit pas prendre ses problèmes et exposer, parce que la vraie éducation ne viendra pas de l'extérieur pour venir former ton enfant et qu'il soit rectiligne. François. Oui, mais je crois que cela procède du refus de certains parents à se greffer, comme je l'ai dit d'entame, à la culture qui est la culture africaine. Vous savez, on a de tout temps rappelé en Afrique que quand il y a un problème à la maison, vous fermez la porte et vous le réglez là-bas à l'intérieur et ne jamais donner la possibilité à l'extérieur de savoir qu'il y a un problème à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que la plupart des couples, par exemple, où la femme va accuser son mari chez, c'est des couples qui ne mettent pas long. La plupart des familles où on est tout le temps effectivement en train d'exposer les enfants de cette façon-là n'obtiennent pas les hommes qu'on aimerait bien avoir dans la famille. Mais je dis, cela vient aussi de plus loin. En réalité, il y a une culture d'ailleurs qui est venue chez nous en nous faisant croire que la solution à nos problèmes se trouve toujours à l'extérieur. Et c'est pour ça que vous verrez aujourd'hui en Afrique, les gens sont toujours dans la situation d'attente d'un messie ou d'une solution qui vient de l'extérieur. Et vous verrez même que même dans le champ politique, quand il faut régler une question au Cameroun, les gens vont chercher la France. Quand il faut régler un problème au Cameroun, les gens vont chercher les États-Unis. Quand il faut régler un problème au Cameroun, on va chercher la communauté internationale. C'est comme ça que ça commence. Avec l'exposition des enfants par le fait d'aller appeler les voisins. Oh, venez voir comment mon enfant est un bandit. Oubliant, comme Ambroise l'a dit tout à l'heure, que si on pouvait donner la parole à l'enfant, il dirait, papa, mais pourquoi toi-même tu n'as pas l'éducation du père de l'enfant là? Parce que en fait, si tu aurais bien voulu que je sois comme l'enfant du voisin, normalement c'est toi qui devais être comme le père de l'enfant de mon camarade voisin, et forcément, tu aurais eu l'éducation qui m'aurait permis de ressembler à cet enfant-là. Donc, à partir du moment où on va chercher la solution à l'extérieur, il y a un aveu de faiblesse, il y a un aveu d'impuissance, il y a un aveu, c'est-à-dire d'absence de contrôle de la situation, et ce n'est pas africain. C'est parce que nous nous sommes déracinés de nos cultures que nous croyons maintenant que la solution se retrouve à l'intérieur. Je vous ai dit ici que le nom de la femme en Betty, ou si vous voulez en Ewondo, c'est Mininga, c'est-à-dire avale le fusil. Donc on devrait être capable quand quelque chose, et c'est pour ça aussi que vous verrez que dans notre culture, autour d'un arbre, quand on est en train de jouer au songo, les parents se partagent la cola. Il faut bien vous demander pourquoi, elle est amère. Si vous n'êtes pas initié, vous croirez que quand ils se partagent la chose là, c'est sucré. Vous croirez quand ils sont en train de marcher, comme ils sont en train de sourire, que c'est sucré. Mais oh que non, c'est pour dire la vie est difficile, mais supportons. Donc, voilà, il faut protéger vos enfants. Si vous ne savez pas comment fonctionne la sorcellerie, c'est exactement de cette façon. Vous prenez vous-même votre enfant, votre mari, votre épouse, et vous le mettez à l'extérieur, à la vindicte des autres. Donc, carton rouge, je soutiens. Carton jaune, je soutiens l'avertissement. La prochaine fois, ce sera le rouge. Ahmed Bala. Oui, je crois qu'il y a là une valeur qui est la nôtre, une valeur africaine qui est dévoyée. Vous savez que avant, dans nos habitudes, il avait toujours été question que lorsque il y a une situation, qu'on la fasse, qu'on la gère en famille. C'est-à-dire, il y avait même ce qu'on appelait l'arbre. C'est-à-dire que c'était, si vous avez désobéi, par exemple, à votre parent,
on va vous mettre, le village en fait, vous fait savoir que en fait, c'est pas des attitudes qui sont bonnes. Mais avant, c'était important. C'est peut-être pour cela que les parents pouvaient faire recours à la société lorsque l'enfant avait une attitude... J'en viens, s'il vous plaît. En fait, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que c'était tout à fait normal. Vous vous souvenez qu'il y avait une époque, vous aviez plus peur de votre oncle que votre père, ou alors il y a un grand frère qui fait plus peur. C'est-à-dire, on vous dit, votre maman vous dit, attends, j'attends quand ton grand frère, tel sera là pour te punir. C'est-à-dire, parce qu'en fait, on nous avait inculqué certaines valeurs, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, certaines valeurs ont été dévoyées. Dévoyées, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont de très mauvaises intentions. Vous vous rendrez compte que certaines personnes, dans des familles, lorsque ils sont au courant d'un problème, au lieu de chercher à trouver la solution, ils cherchent plutôt à créer c'est-à-dire la distance au maximum, à maximiser, je veux dire, le conflit, à créer de plus en plus de colère et autres, au lieu plutôt d'être, alors qu'il a été consulté pour apporter une solution. Il en est de même aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'un parent va par exemple voir un de ses amis, son frère lui dit « je suis dépassé ». Avant, c'était possible que vous alliez voir votre frère, c'est pourquoi on donnait nos enfants, les gens donnaient leurs enfants, il y a certains qui ont grandi chez leurs oncles, chez l'ami de leurs parents et qui a payé leurs études et les a éduqués. Donc c'est parce que c'est des valeurs qu'on avait. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous allez voir votre voisin, vous lui expliquez le problème parce que vous estimez que vous avez déjà certains liens, pas de voisinage, mais de fraternité, et qu'il peut vous apporter des conseils. Il prend ça, il utilise plutôt cela, je vais dire la mauvaise escient, il commence par exemple à insulter votre fils, à vous dire de le mettre dehors, de ne plus... Donc il cherche plutôt à détruire votre famille qu'à la construire. Donc, je partage le carton, mais je voudrais faire savoir qu'il faut que nous gardions nos valeurs. Nous gardions, ça ne me gênerait pas que je vienne parler de mon problème, par exemple, à JSK, au regard de la relation que j'ai à JSK, que je lui dise, j'ai un enfant à la maison, je ne comprends pas depuis. JSK, au regard de son expérience et autres, et l'amitié que nous avons, la fraternité qui nous lie déjà, peut me dire vraiment, je suggère que tu fasses, ou alors je vais essayer d'échanger avec cet enfant pour voir quel est son véritable problème. Ça existe encore, ça existe. Donc, le fait que certains parents consultent leurs amis, ce n'est pas pour exposer véritablement leurs enfants, à mon sens, c'est peut-être parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver une solution en expliquant cela. Mais malheureusement, certaines personnes utilisent ça pour lui donner des bons conseils, apportent donc des conseils qui peuvent détruire de plus en plus la famille. Tout à fait, c'est là tout le sens du carton. Qu'on ne doit pas tout à fait. Exposer la vie des enfants. C'est là le sens du carton, et également il faudrait que beaucoup de parents le font, non pas pour rechercher une solution, mais ils pensent de pouvoir humilier l'enfant afin que l'enfant change. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est en l'exposant que l'enfant pourrait prendre conscience et changer. C'est une erreur. Là, c'est une erreur. Voilà, c'est une grave erreur. Une très grave erreur. Alors, on vous remet la parole à M. Bala pour votre carton. Tout le monde a donné un carton rouge, sauf Audrey. Je crois que je vais suivre la même voie. Vous n'êtes pas obligé, vous savez. En fait, c'est parce qu'Audrey a mis le rouge. Chaque fois qu'elle met le rouge, je suis obligé de brandir un carton rouge. Pour lui faire plaisir, bien sûr. Audrey a mis le jaune. Vous savez le lien qui nous lie d'ailleurs. Je cherche encore à savoir. Entre le Noun et... Je cherche encore à savoir. Et le Nyon et Kélé. Donc, en fait, mon carton rouge est adressé à un cyberactiviste, un cyberarnaqueur, un maître chanteur qui aujourd'hui veut déstabiliser nos institutions. Hier, vous êtes au courant de certaines déclarations ou alors d'un texte qui circule sur les réseaux sociaux qui serait... dont en fait on attribue la paternité de ce texte à un membre de la famille présidentielle qui aurait écrit au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République pour lui faire du chantage. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui le Cameroun est sur tous les fronts. Front sécuritaire, front sanitaire, front économique, front politique et même front social. Mais le président de la République a besoin de tous ces hommes qui restent concentrés. Et l'une des personnes qui est comme un homme orchestre
de la gestion des affaires de la cité ou de la République. Ou des affaires du président. Du président, c'est bel et bien le ministre directeur du cabinet civil. Et vous vous imaginez qu'un monsieur veuille le déstabiliser, se mettre à raconter n'importe quoi et dit qu'il est de la famille présidentielle et il lui fait un chantage, dit qu'il va raconter qu'il aurait des richesses par-ci, par-là sur les réseaux sociaux et autres. Je crois que ce type de personnes, on doit absolument les mettre à nu et puis leur signifier c'est-à-dire notre courroux, notre colère et surtout l'indifférence que nous avons vis-à-vis de ces publications. Parce que c'est zéro, ça, c'est-à-dire c'est inutile. Donc il veut déstabiliser nos institutions, il veut distraire le ministre directeur du cabinet civil qui est au cœur du pouvoir, au cœur de la gestion de certains projets de ce pays. Et je tenais donc ce matin à lui faire savoir à ce cybercriminel, parce que ce n'est même pas un cyberactiviste, c'est un cybercriminel qui est également un maître chanteur qui fait donc faire ce chantage au ministre que monsieur vous êtes démasqué et puis votre remue-ménage ou alors votre petit jeu ne pourra en aucun cas déteindre l'action du ministre directeur du cabinet civil qui reste serein dans les missions qui sont les siennes. François, le carton rouge. Oui. On a déjà parlé de cybercriminalité ici, je crois que c'était hier encore, qu'on parlait de ces malheurs que causent tes publications sur la vie des gens. Et en voilà un exemple. Cette fois-ci, c'est une institution de la République. Oui, c'est de notoriété. L'oisiveté entraîne toujours trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Il ne faut pas... Vous savez, moi je suis souvent amusé quand les jeunes disent « c'est notre temps ». Mais non, ce n'est pas votre temps. Le temps, il ne vous appartient pas, vous appartenez au temps. Et ce qui a été est et sera toujours. C'est pour ça que c'est être. S'il n'y a pas être, il n'y aura pas d'autre. Être est, demeure, reste. Donc, quand on s'ennuie, la conséquence immédiate, quand on est oisif, la conséquence immédiate, c'est qu'on va s'ennuyer. C'est qu'on sera obligé de tremper dans le vice et que, par l'alignement des choses, on sera dans le besoin, mon cher. C'est pour ça que le besoin entraîne donc maintenant les questions de chantage. Mais sauf que là, c'est la mauvaise personne. Parce que si le président de la République aujourd'hui, son Excellence Paul Biya, a Mohamed Ali, un Mike Tyson, c'est-à-dire qu'un champion, c'est-à-dire que dans ses rangs, c'est bel et bien le ministre directeur du cabinet civil. C'est-à-dire que, au-delà de ce qui se fait régulièrement dans les médias, JSK, je vais vous dire, rarement je suis impressionné. Mais je vous dis, M. Wandayolo, c'est quelqu'un dont aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre à la fois comment il peut être aussi proche d'un chef d'État aussi légendaire, aussi mythique que le président Paul Biya et en même temps absent. C'est-à-dire que il y a des positions où quand vous êtes... Parce que quand vous entendez que Satan est devenu Satan opposant, c'est qu'il s'est tellement approché de Dieu qu'il a vu la gloire et il s'est imaginé lui-même... Tout puissant, devenir Dieu. Omnipotent, omniprésent. Mais quand vous regardez dans la tradition des DCC au Cameroun, ce monsieur est comme s'il était, comme s'il n'était pas. C'est-à-dire que vous ne savez même pas, c'est-à-dire que si on a un ministre directeur du cabinet civil... Il y en a qui ne connaissent même pas son nom. On ne peut pas être aussi puissant et aussi effacé en même temps. Vous comprenez donc que s'il se retrouve là, c'est exactement qu'il jouit d'une certaine confiance auprès du chef de l'État. Donc je dis aujourd'hui aux jeunes qui sont oisifs, que parfois même quand vous voulez faire soit la bagarre de rue ou quand vous voulez attaquer quelqu'un, il faut savoir qui vous attaquez. Je ne vous interdis pas d'attaquer le ministre directeur du cabinet civil, mais je vous dis que quand vous avez le malheur de tomber sur quelqu'un qui est humble, vous avez le malheur de tomber sur quelqu'un qui est honnête, sur quelqu'un qui n'a pas envie de s'enrichir, parce que pour une fois au Cameroun, on va voir quelqu'un qui est
à un poste stratégique, c'est-à-dire que qui ne veut pas devenir milliardaire, qui ne veut pas avoir autant de voitures comme tout le monde, qui ne veut pas toutes les femmes, qui ne veut pas acheter tous les villages des gens, qui n'a même pas l'intention de devenir président de la République, qui est venu à son poste et n'a bougé personne. C'est-à-dire que l'équipe qu'il a trouvée, c'est l'équipe avec laquelle il fonctionne. Donc on ne va même pas dire que, comme les autres font souvent ailleurs, je le disais ici, que quand quelqu'un arrive, s'il est de mon village, c'est-à-dire que toute la chaîne de décision de l'endroit va se retrouver de haut. Voilà un responsable qui a trouvé toutes les personnes qui ont été nommées par son prédécesseur et qui n'a touché à personne. Donc je crois que cet activiste a mal choisi son adversaire et il pourrait lui arriver ce que Nganou a fait à l'autre, c'est-à-dire que la fin du combat par KO. Oui, c'est un carton rouge que je partage à cet activiste qui est total, parce que il a mal choisi sa cible. Il y a beaucoup, vous l'avez dit, ne connaissent même pas qui est le ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Beaucoup ne le connaissent pas. J'ai eu l'opportunité par 2 fois de le rencontrer, pas causer avec lui, mais lors d'un événement. C'est un monsieur énigmatique, c'est-à-dire qu'il est inscénable. Il est doté d'une humilité que personne de son rang ne pourrait avoir. La voiture à laquelle le directeur Samuel Vondoayolo, lorsqu'il était acquis, le ministre, c'était une voiture aussi simple. J'étais étonné de voir un monsieur de sa dimension venir avec une voiture aussi simple lors d'un événement officiel. Je me suis demandé où est-ce qu'on trouvait ce genre d'homme dans ce pays. Une voiture peut paraître simple et ne pas être simple. Non, elle était simple. J'ai pu vous dire, JSK, lors il a représenté le chef de l'État aux obsèques du ministre délégué aux relations extérieures chargé du monde islamique. Je vais le préciser, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais le préciser. Oui. Que, en fait, mon carton rouge, c'est au cyberactiviste. Je n'ai pas parlé de. Je n'ai pas donné un carton. Oui, on a compris Non, le on a carton. compris, Ça, c'est les on a commentaires. compris. Ça, c'est les commentaires. On a compris. Vous n'avez pas donné un carton vert On a à compris. M. Vondoayolo. Il faut qu'on voit. On a compris. Tout à fait. Le cyberactiviste, Voilà. avec son activité. On a compris. Je vous ai toujours dit. On est en train de prendre ça à Je vous ai l'envers. toujours dit, M. Ahmed Bala, que votre carton est souverain, mais les commentaires sont libres. Alors, votre carton peut susciter des commentaires dans tous les sens, mais vous dites votre carton reste souverain. Donc, On n'a il a jamais la donné parole. le carton rouge au ministre directeur du cabinet civil. Encore moins le carton vert. Encore moins le carton vert. Mais il s'agit d'un carton On est en adressé train de aux faire cyber, comprendre- on est en train de faire comprendre aux cybercriminels aux cybercriminels qui ciblent le qu'il a ministre choisi directeur. la mauvaise du personne. cabinet civil. Là, maintenant, on est. Il a choisi la mauvaise personne parce que Samuel Vondoayolo, le ministre, n'est pas de cet acabit. Parce que, au regard de sa simplicité dont je parlais, au regard de... malgré qu'il soit... qu'il a les fastes du pouvoir, reste d'une simplicité à nulle autre pareille. Et ce n'est pas lui qui sera victime d'une arnaque, d'un petit larbin qui est caché quelque part avec son téléphone et appelle. Et le ministre va tomber. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc il faut donc dire aux uns et aux autres que lorsqu'on vous envoie, lorsque vous êtes même mandaté par je ne sais qui, vous savez, on parle toujours du remaniement ici, que le remaniement est en vue. Et tous les coups sont permis en ce moment-là. Donc ne soyez même pas surpris que cet activiste serait même mandaté par quelqu'un qui veut prendre la place du ministre DCC. Ou bien que le ministre DCC gêne Ou alors, oui, pour prendre la place certainement, du prince. dans les cercles très fermés, on a dit que le DCC devait occuper une fonction ministérielle et il faut donc déstabiliser ça en passant par des voies sinusoïdales pour casser.
Ça ne peut pas. Parce que le ministre Samuel Mbondoa Yolo a une probité morale Établi. établie. Qui ne souffre de rien. Il ne souffre de rien. Audrey Ngopom. La fille de Partage, Pomme. le carton rouge d'Ahmed adressé à l'activiste. Mon point de vue au cyber. Vraiment, il faut bien préciser. Parce que quand vous parlez d'activistes, Vous il nous faut avez se toujours pas, confondre. vous nous avez toujours pas encore dit de qui il s'agit. Ce cybercriminel n'a pas de nom. Mais Il il n'est- ne sait jamais. mais Il a sa toujours cible- dit qu'il- mais sa Oui, cible a un il nom. Lui-même a dit le C'est-à-dire qu'il cybercriminel. il a le nom de la cible, mais il n'a pas le nom du cybercriminel. En tout cas, Non, vous n'avez pas la parole, ça c'est a Audrey. circulé sur les sites Audrey Ngopom disponibles. a la parole. C'est pas- Voilà. c'est un fait. Menez votre enquête et trouvez-nous le nom du cybercriminel qui a fait circuler cette information. On dit bien cybercriminel. Pour Vous moi, ne pouvez pas le connaître. cybercriminel en question se comporte comme une prostituée qui n'a pas de courage. Lorsqu'on veut se faire remarquer par quelqu'un, il y a deux voies. Soit on se comporte bien vis-à-vis de la personne, soit on attaque la personne de manière frontale. Et je pense que c'est la deuxième voie qu'a utilisé ce Vous cyber. pensez qu'un cybercriminel, un criminel veut se faire remarquer? Bien sûr. Non, quand on est criminel, on veut bien rester caché. S'il se lève un matin, se met à parler d'Audrey, ce n'a pas le même effet lorsqu'il se lève, Il est il donc parle caché du... parce qu'il reste dans les réseaux sociaux. Et donc, il ne veut pas se faire remarquer. Si. Il peut se faire remarquer. Après, maintenant, on parle de lui. Et Mais moi, je ne sais pas de qui vous Même parlez. si lui, on parle de Si. cyber, même si... Mais on ne donne pas son Mais nom. ça n'a pas depuis. son nom. Donc, il n'est pas, Est-ce que il n'est le pas cyber- encore marqué. Il n'est pas encore remarqué. S'il vous plaît, je ne prends pas la parole de Audrey, je vous en prie. Laissez Audrey terminer. Donc, pour moi, ce cyberactiviste-là se comporte de cette manière-là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aiment la distraction. Aussi, parfois, on aime bien se distraire. Moi, je lui dis merci de nous avoir permis de meubler 15 minutes pour parler de ça. Vous ne servez à rien qu'à détruire les gens. À rien. Parce que rassurez-vous, lorsqu'on trouvera l'identité de cette personne, c'est sa famille qui viendra pleurer. Cette personne elle-même va pleurer, pardon, je m'excuse et tout. Arrêtez souvent de vous faire remarquer de manière négative. Ce monsieur-là, on ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Il est tellement effacé. Venir nous dire qu'il a des richesses, il a emmagasiné des trucs, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous aide pas. Ça ne va pas arranger la route de Botte-Macaque. Ça ne va pas nettoyer, ça ne va pas construire des toilettes. Ça ne va pas construire des toilettes au marché des Toudis. Ça n'aide. Mais je vais à Fumban, c'est déjà bien. À Massangam. Tu vas à Massangam, quand même. Je pars quand même à Massangam. Est-ce que vous allez à Bourg-Macaque? Ça ne nous aide pas du tout, sincèrement. Moi, je connais ce monsieur de nom. Je peux aussi comprendre. Peut-être le cyberactiviste a un problème de mal-être. Le ministre délégué, le ministre directeur du cabinet civil est un homme charismatique. Il est donc un fréluquet. Regardez quelqu'un d'assez charismatique et se dire pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Inventer des choses. Quand on veut même dire quelque chose, venez avec des preuves. Ne vous levez pas un matin, je vais aller dire que, je vais dire. Et si bien sûr vous êtes même de la famille présidentielle, il faut savoir dissocier le fond de la forme. Les problèmes de l'État ne concernent pas la famille du président, je suis désolée. Un frère du président ne peut pas se lever et demander au président de ratifier un accord, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes de la famille, restez dans le cercle familial. Le travail est à part. Merci. Vous aurez... Ça, c'est bien dit. Bon, excusez-moi, 30 secondes. Oui, Je en donne même 30 10 secondes. secondes. Et JSK, je voudrais que vous le rappeliez aux Camerounais. Il y a des gens qui croient qu'ils sont plus puissants que l'État. Et je dis, quand le hasard multiplie les circonstances, ce n'est plus le hasard. Certainement, aujourd'hui, le ministre directeur du cabinet civil fait obstacle à tous les dauphins chimériques qui veulent devenir prince à la place du prince. Et comme il n'est pas dans les business, il n'est pas dans les chemins obscurs, on a donc du mal à aller trouver un enfant de la lumière dans les ténèbres. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter les ténèbres jusqu'à lui
pour que quand il va se retrouver dans les ténèbres, ils puissent faire, eux, ce qu'ils ont l'habitude de faire dans les ténèbres. Donc, malheureusement, ça ne va pas marcher. Pour finir, vous avez dit quand les circonstances se multiplient. Quand le hasard multiplie les circonstances, ce n'est plus le hasard. Ça devient une stratégie. Oui, ça devient une stratégie. Merci beaucoup. Merci pour vos cartons rouges, et jaune. Donc, on a eu 3 cartons rouges et un carton jaune. Je crois que le carton est plein pour ce jour. On ouvre dans un instant la revue une des journaux. C'est le temps de la revue des unes des journaux parus au Cameroun et en Afrique. Audrey Ngopom, vous êtes là et vous nous dites que le 6 avril 1994 revient... 84, autant pour moi, revient à la une des journaux camerounais, notamment Mutation et l'Indépendant. Oui, Mutation et l'Indépendant nous font rentrer 37 ans en arrière. Dieudonné Taguéou Wanji, gendarme à la retraite, déclare avoir joué un rôle important pour déjouer la tentative de coup d'État de 1984. Reconverti en pasteur, il attend toujours la reconnaissance de la nation. L'Indépendant, JSK, l'Indépendant revient sur les circonstances d'une mutinerie qui a failli renverser l'homme du 6 novembre 1982 et Mutation titre ainsi « Mon 6 avril à moi ». Et quant à l'Indépendant, le titre est « Le spectre du coup d'État ». Mon 6 avril à moi, je crois que c'était un 6 avril raconté par l'ancien gendarme Dieudonné Tanguep Wanji. Un témoin oculaire, oui. Il faut le dire ainsi. Donc voilà, le 6 avril revient, c'est la date, n'est-ce pas, d'un coup d'État manqué au Cameroun, une date historique dans l'histoire du Cameroun. Pendant ce temps, les journaux Émergence et Éco-Santé consacrent leur une à Halim Garga Ayatou, décédé hier suite de maladie. Oui, Émergence titre « Qui était Halim Garga Ayatou ?» et Éco-Santé titre « Adieu Sa Majesté Halim Ayatou ». Âgé de 75 ans, Halim Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, et l'amido de Garoua est décédé hier à Yaoundé des suites de maladies. Il sera donc inhumé ce 6 avril 2021 à Garoua au cours des obsèques officielles décrétées en son honneur par le chef de l'État, Paul Biya. Samuel Vondo Ayolo fait l'objet d'une cabale. Les journaux Le Temps et Le Crayon Info s'intéressent ce matin à la soi-disante cabale contre le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Oui, et le Temps titre « Nouvelle cabale du G25 contre le DCC » et le Crayon Info titre « Une diaspora de loups contre Samuel Vondo Ayolo ». Le journal Le Temps nous dit ce matin que le G25 a tourné le dos au président de la République empêtré dans de nouveaux scandales de détournement de deniers publics. Il sème à tout vent pour salir l'image du ministre directeur du cabinet civil dont la probité morale n'a jamais été mise à l'épreuve. Incursion donc dans l'univers des cabales des dauphins chimériques. L'acquittement de Laurent Gbagbo, l'ex-chef d'État de la Côte d'Ivoire, et de Charles Blé Goudé continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La presse ivoirienne s'y intéresse, notamment l'Intelligent d'Abidjan et le Quotidien d'Abidjan. Oui, l'Intelligent d'Abidjan titre « Laurent Gbagbo et Blé Goudé s'en remettent à la CPI pour leur retour au pays ». Et le Quotidien d'Abidjan titre « Après l'acquittement de Gbagbo de graves secrets dévoilés sur le sort réservé au camp Ouattara ». Bernard Odine nous dit que Ouattara est pris à son propre piège. Et Jean-Baptiste Placa nous dit que des écailles commencent à tomber des yeux.
Le journal nous propose donc le message de Gbagbo depuis Bruxelles. Et au Niger, tout à côté de la Côte d'Ivoire, une nouvelle coalition voit le jour. C'est le quotidien numérique d'Afrique qui le dit. Oui, c'est donc au sujet de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. Autre information à retrouver dans ce journal, en RDC, 29 personnes ont trouvé la mort lors d'une nouvelle attaque des rebelles ougandais, des ADF. Le président du Conseil européen apporte le soutien de l'Union européenne à la Libye. Et vous nous amenez au-delà des frontières africaines pour nous balader sur les unes de Le Figaro et Le Monde. Oui, Le Figaro nous dit que l'Union européenne tente de normaliser ses relations avec la Turquie. Et Le Monde rend donc, le journal Le Monde rend hommage au cardinal Christian Toumi. En ces mots, c'était un homme extraordinaire. Le Cameroun pleure, le cardinal Christian Toumi. Merci, c'est la fin de cette revue des Unes des journaux. Merci Audrey Ngopom, fille de pomme. Merci à vous, JSK. Je vous retrouve dans un petit moment, le temps pour vous de souffler, pour le Japap, l'histoire du jour. Ne manquez pas. Si vous prenez le train en marche, vous êtes bel et bien sur B News One, le tam-tam du continent, émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Vous êtes chez les influenceurs, comme tous les jours, de 10 à 12. Les grands chroniqueurs maison se positionnent pour ce talk show matinal et nous sommes rendus à la page consacrée au Japap. Le Japap, c'est chez nous au Cameroun, un camerounisme qui veut dire simplement le commérage. Vous savez, le commérage, c'est des histoires qui sont racontées. Parfois, elles sont vraies, parfois, elles sont virtuelles, mais nous avons affaire ici à des histoires vraies et c'est Audrey Ngopom qui nous les raconte. C'est l'histoire de deux jeunes dames qui étaient au départ des copines. L'une racontait ses histoires à l'autre, mais entre les deux, il y a une qui est mariée et l'autre est célibataire. Celle qui est donc célibataire entretenait une relation avec un monsieur et par derrière, elle avait un autre copain. Et à sa grande surprise, sa copine à qui elle racontait tout s'est rapprochée de son copain pour lui dire qu'elle n'a pas seulement cette relation, elle a une autre relation. Et ça s'est gâté entre les deux. Et la copine en question a commencé à sortir avec le monsieur. Et bien après, lorsqu'elle a découvert cela, elle n'a rien dit, elle est restée dans son coin. Et quelques temps après, le monsieur de sa copine vient vers elle pour lui faire la cour. Elle décide donc de se venger et d'accepter, entretenir, avoir une relation avec le monsieur, ce qui est fait. Ils entretiennent même des rapports sexuels. Le comble, c'est qu'elle est tombée enceinte du monsieur en question. Et là, je ne voulais pas donner le métier de la dame, mais la femme du monsieur a découvert que sa copine a une relation avec son mari et elle va vers elle pour lui demander est-ce que c'est lui le père de l'enfant et tout. Elle nie tout en bloc. Elle dit qu'elle n'a aucune relation avec le monsieur en question. Son problème maintenant, c'est quoi? C'est que le monsieur lui demande de se faire avorter. Elle a 33 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle est en train de réfléchir, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ce n'est pas une bonne idée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, une femme est enceinte d'un homme marié, c'est ça qu'il est question. Du mari de son ancienne copine. D'un homme marié qui, de surcroît, est le mari de sa copine. Elle est enceinte, elle tombe enceinte et le concerné, le père de l'enfant, lui demande d'enlever cet enfant, donc d'avorter, ce qu'elle ne veut pas faire. Oui. Alors, elle veut donc savoir quelle est la bonne tenue, peut-être. Vous allez l'aider, vous ici sur ce plateau, s'il faut avorter cet enfant ou bien garder Ahmed Bala. Bon, déjà que l'histoire même n'est pas... C'est-à-dire l'histoire révèle une certaine relation vicieuse. Ouais, beaucoup d'immoralité, oui, de légèreté. C'est-à-dire je ne sais même pas quoi dire à ce type de personnes. Bien sûr, parce que bouche, en fait. Comment des la personnes... saleté à tous les coups. Vous êtes des copines, l'autre entretient encore, elle est mariée, elle a une autre relation.
tu es au courant, tu vas maintenant sortir avec le monsieur en question, maintenant pour résoudre, viens sortir. Vraiment, c'est une histoire d'abord très sale. C'est-à-dire que quel conseil donner à ce type de personnes? Et le monsieur a joué un très mauvais rôle parce que lorsqu'il va draguer la fille, c'est lui qui informe la fille en lui disant que j'ai attrapé les messages de ton ancien copain dans le téléphone de ma femme. Et elle joue les caïds, elle fait comme si ça ne lui dit rien et décide donc de se venger en se mettant en couple. Non, mais je dis même le monsieur tout ça là, c'est des gens qui se retrouvent souvent, comme on dit que qui s'assemblent se ressemblent. Hein. D'ailleurs, ils se sont retrouvés des personnes vicieuses, des personnes immorales, et qui se retrouvent ainsi et peuvent faire n'importe quoi. Donc, elle est enceinte. Ah, vraiment. Jessica, quel conseil donner à ce type de femme? Vous-même. Je vais lui dire quoi? Une femme qui dit que c'est sa copine, elle va coucher avec le mari de sa copine. Elle dit qu'elle règle les comptes. Et sa copine même est allée sortir avec. Vraiment, quel est le conseil que tu peux donner à ce genre de personnes? Rien. Rien, simplement que chacun va assumer. Vous assumez. C'est un homme vicieux. J'ai dit que tout le monde dans ce cercle-là, tout le monde est vraiment dans une histoire de sorcellerie, dans une histoire de vice qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Laissons les femmes. Donc, on va d'abord laisser les femmes. On va d'abord laisser les femmes. Ils veulent d'abord prendre l'homme. L'homme n'a pas la réputation de faire le Congossa. Moi, j'appelle ça le Congossa parce que on sait que c'est réservé à une catégorie même de femmes. Il y a certaines femmes. Même pas toutes les femmes. Même pas à toutes les femmes, à une catégorie de femmes. Mais un homme qui se lance déjà dans ce genre de trucs, je pense que c'est un homme raté. À la limite, c'est pas lui qui demande conseil. S'il vous plaît, c'est un homme raté. Pourquoi? Parce qu'il est parti voir la femme et lui dit que j'ai vu les messages de ton ancien gars sur le téléphone de ma femme. C'est-à-dire que le gars nourrissait l'envie de sortir avec la copine de sa femme. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il est vicieux. Et il passe donc par ça pour qu'il réussisse à avoir la fille dans ses bras et la fille... C'est de ça qu'il s'agit. Racontez-lui encore l'histoire. François va m'aider. Oui, je ne sais pas si on se comprend. Racontez-lui encore l'histoire. J'ai l'impression qu'il n'a pas suivi l'histoire. C'est le monsieur qui allait voir. Non, vous avez deux femmes. Moi, je suis souvent très, très fatigué quand j'entends des femmes afficher des saletés comme si c'était normal. C'est-à-dire que le fait même de venir pour poser ce genre de problème, ici, c'est vraiment, c'est comme si on avait un plateau de Congossa et tout. Non, en fait, vous êtes dans la bêtise, dans la saleté, dans l'immoralité, et c'est vous qui venez demander conseil. Oui. Moi, je crois Quel courage. Non, je crois qu'elles doivent avoir le courage de venir demander conseil, parce qu'en réalité, si vous ne venez pas chez les influenceurs, vous serez transformé où? Parce qu'on est ce qu'on appelle la dernière station avant la fin. Enclencher le processus de transformation. Oui, maintenant il faut le dire. J'espère que vous nous suivez. Il faut le dire. Les ancêtres disent que les poules ne parlent pas les affaires des dents. Les affaires des dents là, c'est pas question de poules. Les poules n'ont pas de dents. Oui, les poules n'ont pas de dents. Voilà. Et je vais vous expliquer. Une femme mariée qui a pris un engagement devant Dieu et devant les hommes est supposée avoir enterré sa vie de jeune fille, tout comme le mari. Donc vous n'avez pas à vous retrouver avec votre copine, c'est-à-dire que dans des affaires de copinage, c'est-à-dire qui n'ont rien, aucun lien avec la dignité du mariage. Ça c'est d'un. Mais comme je le dis, il y a des gens qui se retrouvent dans certains endroits par effraction. Vous savez bien que vous n'êtes pas fait pour le mariage, mais pour éblouir la communauté, pour répondre, je ne sais pas, pour vous prévaloir auprès des gens qui sont tout autour de vous, vous allez contracter mariage. Et vous ne pouvez pas, une fois au mariage là-bas, fermer un peu vos cuisses. C'est-à-dire que c'est le poulet congelé, une cuisse est à gauche, l'autre à droite, et c'est dans tous les congélateurs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est d'un. Deux, vous avez une confidente, quelqu'un qui vient vous faire des confidences. Les confidences qui vous sont adressées ne sont pas pour que vous puissiez vous impliquer. On vous fait des confidences parce que vous pouvez avoir un regard neutre, un regard objectif. C'est à vous de conseiller votre ami, puisque vous êtes donc marié, de lui dire,
ma chère, si vous avez déjà un copain, je crois que essayez de voir comment est-ce que vous pouvez construire solidement avec votre copain. Mais non, ce n'est pas ce que vous faites. Vous cautionnez non seulement le fait qu'elle ait un copain, vous cautionnez un deuxième et vous ne vous arrêtez même pas là. Vous entrez vous-même dans la danse. Et non, vous avez un autre troubadour qui est sur les espions des téléphones à la maison, qui est à tout le cinéma. Vous êtes tombé enceinte, en fait, vous êtes tombé enceinte de votre déliquescence morale. Cet enfant-là ne souffre de rien. Vraiment, moi, je ne vois pas pourquoi vous allez l'enlever, sauf comme c'est votre habitude. Parce que quand vous êtes à l'âge où vous êtes là sans enfant, vous-même, vous savez quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes à cet âge sans enfant et sans mari. Donc, pour une fois, si vous enlevez cet enfant-là, vous n'en aurez plus jamais. C'est le dernier. C'est-à-dire que Dieu peut peut-être vous donner un enfant qui pourra venir vous enseigner ou qui pourra être pour vous le salut. Parce que quand cet enfant va venir, peut-être que pour une fois, vous pourriez un peu les fermer. Peut-être que pour une fois, vous devriez vous comporter comme une mère. Peut-être que pour une fois, vous allez apprendre à réfléchir autrement parce que vous aurez une nouvelle responsabilité dans votre vie. Cet enfant est l'enfant... C'est peut-être votre salut. Oui, c'est l'enfant du salut. Vraiment, c'est-à-dire que Dieu a eu pitié de vous, qu'il a fait que dans vos conneries là, il se trouve une espèce de petite lumière que vous pouvez saisir. Mais je vous dis, il n'y a pas d'Oscar là-bas. Fermez-le un peu. Et l'apôtre Paul dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Oui. Audrey Ngopom, on sort avec vous. Lorsque la dame m'a raconté cette histoire, je lui ai dit que dans la vie, il faut avoir un peu de dignité en tant que femme. Lorsqu'un homme veut coucher avec une femme, il est prêt à tout. Il va vous raconter des murs et des pas mûrs, du vrai et du faux. Vous n'êtes pas sûr que c'est vrai. Vous vous lancez donc dans une relation comme ça. Vous ne savez pas déjà si le monsieur en question, lui aussi, n'est pas venu vers vous par vengeance. Parce que disons que ce soit vrai que sa femme ait eu une relation avec le monsieur. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne vient pas vers vous peut-être pour se venger? Et pour ce qui est de l'enfant, vous allez accoucher. La résultante, lorsqu'on a un rapport sexuel non protégé, surtout en période féconde, vous allez porter la grossesse. Bien sûr. C'est établi. Si ce n'est pas en période, soit vous portez une grossesse, soit vous chopez une maladie. Remerciez le Seigneur que ce soit la grossesse, pas la maladie. Ça vous sentez. Bon, là-bas... En tout cas, Là-bas, ce n'est pas le résultat, vu que c'est durant l'acte que vous... Moi, je ne suis pas de Massanga. Je suis de En fait, je vais dire à cette dame, et à toutes les dames qui sont prêtes souvent à se venger de cette manière-là, que vous ne gagnez rien du tout. Rien. L'homme va monter sur vous, il va descendre, une autre personne viendra faire le même travail. Vous n'aurez pas de dignité. Il y a des gens qu'à la fin d'année, si elles commencent les femmes, elles commencent à vous faire le bilan des relations sexuelles qu'elles ont eu à avoir, vous allez poser les mains sur la tête. Ce n'est pas une chose qu'on fait comme ça, du jour au lendemain, on se lève par plaisir, par vengeance. Vous n'avez pas de personnalité. Malheureusement, madame. Pas de personnalité. Du tout. Il y a des choses qu'on dit que ça, c'est la saleté. Vous les laissez continuer. Maintenant que vous avez donc eu des rapports avec le monsieur, vous avez eu une relation, ça a changé quoi? Ça a changé qu'elle est enceinte. Elle a un enfant. Voilà. Au contraire, ça vous a apporté un problème. Vous êtes en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut que j'accouche? Est-ce qu'il faut que je me fasse avorter? Mais l'homme veut qu'elle l'avorte. Mais au moins, réfléchissez avec votre cerveau, pas avec votre corps. Merci beaucoup. Réfléchissez avec votre cerveau et non avec votre corps. C'est la fin du Japap. On ouvre le focus dans un instant. Merci beaucoup de nous retrouver dans ce studio. Eh bien, nous ouvrons donc la dernière partie de ce programme sur le Focus. Vous avez fait le constat comme nous autres, la plupart des grandes cités africaines ont une population grandissante, galopante, avec en majorité des jeunes qui s'occupent, heureusement ou malheureusement,
à des métiers informels. Eh bien, cette catégorie de population, ces jeunes, pour la plupart, viennent de l'arrière-pays et donc des villages qui se vident au jour le jour du fait de ces départs massifs de la jeunesse. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui et bien d'autres qu'on pourrait se poser autour de cette table, c'est pourquoi les jeunes partent-ils des villages pour la ville? On commence par là et je vais me retourner vers François Besseux qui est très proche des ancêtres et qui le dit très souvent ici. Vous avez fait le constat, vous aussi, que nos villages se vident et on peut se demander pourquoi. Est-ce que les jeunes partent-ils des villages? Même déjà des vieux aussi. Les raisons sont toutes simples. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait un cours de géographie à une époque qui leur a expliqué les causes de l'exode rural, oui, les cours de démographie. Mais il faut savoir que entre le moment où vous avez fait ce cours-là et cet instant précis où je prends la parole, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc les causes de l'exode rural ont changé. Il faut le préciser. Avant, c'était quoi? Avant, ça pouvait être la volonté pour les jeunes d'aller en ville pour une meilleure vie et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, les causes de l'exode rural, ce sont les membres du gouvernement, c'est l'élite politique, c'est ces gens-là qui, ayant la responsabilité du destin commun, de la prospérité collective et commune, ont décidé unilatéralement de devenir les seuls prospères dans un environnement où nous sommes nombreux et où les ressources pourraient suffire pour tout le monde. Expliquez-vous davantage, oui. Les hommes politiques, que font-ils exactement? Les hommes politiques, pour garder le contrôle sur les peuples, pour garder le pouvoir le plus longtemps possible, ont décidé unilatéralement de ne pas éduquer les gens, ont décidé unilatéralement de ne pas donner aux populations les outils, les instruments nécessaires pour se construire leur propre développement. Et maintenant viennent en ville s'accaparer des ressources de l'État, achètent tous les villages et veulent subordonner tout le monde. Donc, en principe, on est dans un nouveau processus de colonisation qui, cette fois-là, n'est plus fait par les Blancs, mais qui est fait par des Noirs, des Blancs à la peau noire. C'est-à-dire que les vestiges des colons qui sont passés, qui sont partis, sont aujourd'hui à l'œuvre. Les enfants, les enfants des colons à la peau noire sont aujourd'hui en train de recoloniser. Vous avez donc quelqu'un qui est parti du village, qui s'est retrouvé en ville, qui se retrouve administrateur civil ou qui se retrouve ministre, qui se prend à lui tout seul 100 milliards et plutôt que de les partager, il vient au village, il achète tout le terrain pour faire sa plantation de palmiers à huile. Et vous avez envie de lui dire, mais mon cher, votre plantation de palmiers à huile là, c'est pourquoi? Puisque vous avez volé le milliard. Et dans cette palmeraie, le villageois qui va s'approprier sans autorisation, c'est-à-dire deux noix, va subir, c'est-à-dire que toute la rigueur de la formation militaire des gendarmes de la localité, et puisque c'est les amis du procureur, c'est les amis des juges, vous allez même être jugé pour 2 noms. Donc je dis aujourd'hui, c'est les gens qui ont décidé de s'approprier toutes les ressources de l'État, qui ont enclavé nos villages, qui ont dépossédé, qui ont dépouillé nos villages, qui ont mis les autres aujourd'hui dans une situation où les gens sont obligés à la fois de quitter leur village pour les villes et ceux qui sont dans les villes de quitter les villes pour aller se noyer dans la Méditerranée, pour aller en Europe, parce qu'il n'y a pas que l'exode rural. Il y a aussi l'immigration devant. Il y a aussi l'immigration qui est le commencement, c'est l'exode rural. François Besseux, alors semble nous dire que les jeunes sont davantage terrorisés dans l'arrière-pays, dans leur village. Ahmed Bala, vous partagez ce point de vue? Oui, je partage parce que il a parlé des hommes politiques, des gouvernements, des gouvernants et autres. Je crois que c'est en fait ça le problème. Si vous voyez ce départ massif des populations ou alors des jeunes
des campagnes vers les villes, les grandes villes, c'est aussi parce qu'en fait, il y a une mauvaise répartition des ressources. Vous savez, depuis 1996, on a parlé de la mise en place de la décentralisation. Et vous comprendrez pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par décentralisation, c'est-à-dire que c'est le gouvernement local, l'administration locale, la répartition en fonction de la représentativité des localités. Et là, quand vous-même vous avez la gestion de votre localité, vous pouvez mieux résoudre les problèmes des jeunes. Les problèmes et les priorités, les besoins des jeunes. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez par exemple ce qui a déclenché la crise anglophone, aujourd'hui, lorsqu'on part dans les éléments importants de la crise anglophone, au-delà des forces exogènes, il y a également le problème de l'implémentation de cette décentralisation. Donc, il s'avère que tout est concentré à l'état du central, c'est-à-dire à Yaoundé, au siège des institutions. Tout est au niveau des ministères. Ça fait que pour que vous ayez du travail, on vous demande de venir à Yaoundé. Puis si vous voulez faire un dossier, vous voulez entrer à la fonction publique et autres, vous viendrez à Yaoundé. Si peut-être vous avez eu l'école normale de Bambili ou de Maroua, lorsque vous ferez votre dossier d'intégration, vous viendrez à Yaoundé. Vous comprenez que tout est concentré à Yaoundé. Comment, quand un enfant quoi bon rester au village, et surtout qu'aujourd'hui, même dans les villages, on reçoit à travers le téléphone les lumières, les étincelles de la ville qui attirent. On peut voir... mais maintenant, pour vous dire, même si au village, vous parlez que des étincelles, je vais vous prendre la localité de François, qui a... qui part de près de 4500 élèves se retrouve à près de 500 élèves. C'est-à-dire, vous voyez, parce que les parents estiment qu'un établissement, une ville où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Pourquoi envoyer mes enfants dans cet établissement? Ils sont tous à Yaoundé. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi que la ville reste quand même trop attractive et attirante pour la jeunesse qui parfois est à la recherche des effets de mode, à la recherche du bling-bling? Je vous donne un petit exemple. Hein. Moi, je suis des Bambouto, c'est quand vous vous retrouvez dans mon village à Bambi, vous pouvez voir sur l'autre bout de la montagne la ville de Bafoussam qui scintille, ou bien la ville de Mbouda qui scintille. Et ça attire l'attention, ça attire les jeunes. Et chaque fois quand un jeune, il est 18 h, 19, un jeune regarde dans cette direction-là, il voit la ville, il voit la lumière et puis il est attiré. Est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre ce départ sur le coup du charme de la ville aussi? Ahmed l'a dit tout à l'heure, c'est un problème d'implémentation de la décentralisation et des infrastructures. Il y a aussi, je ne sais pas si je peux considérer ça comme une mauvaise foi ou bien l'ignorance de certains jeunes. Parfois, ils sont là dans ces localités reculées-là, ils ne font rien. Quand je dis ils ne font rien, ça veut dire qu'ils n'ont pas une formation précise.
ils ne vont pas à l'école. Lorsque celui-là quitte donc le village pour aller en ville, c'est pour faire quoi? Il faut qu'on ait une raison valable de quitter une localité à une autre. Je peux comprendre qu'on ait peut-être eu son baccalauréat et il n'y a pas d'université. On décide donc de se rendre en ville pour continuer ses études. Mais on laisse les champs, les plantations, on laisse la forêt vierge, riche, pour aller en ville. Peut-être chercher une autre forme de richesse. Et je me dis, vous savez, ce sont les parents qui vivent de ce côté-là qui parfois incitent leurs enfants à quitter le village. Parfois, ils ont des richesses qu'ils n'arrivent même pas à exploiter eux-mêmes. Mais comme l'enfant de X est parti en ville et 5 ans après, il est revenu avec une voiture, c'est maintenant lui qui s'occupe de sa famille. Vous poussez vos enfants à partir en ville. Est-ce que l'enfant du voisin, lorsqu'il partait en ville, était dans la même situation que votre enfant? Je ne pense pas. Vous allez trouver peut-être que celui-là, en partant, il a eu son baccalauréat, il allait continuer ses études, il a eu rapidement un travail, et c'est comme ça qu'il arrive donc à subvenir aux besoins de ses parents. Vous, votre enfant est là, c'est à peine s'il a pu avoir son CEP. Vous lui demandez d'aller en ville pour faire quoi? Et c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup qui viennent en ville et s'en sortent. Il y a l'histoire d'un monsieur, on les appelait les Femman, je ne sais pas si son nom va me revenir. Il est passé à une émission où il a raconté son vécu. Il a dit qu'il vivait en Konsamba et qu'un matin, tellement ses parents étaient pauvres, il a dit à sa mère, je vais à Douala. Sa mère lui demande que tu vas faire quoi? Il dit à sa maman qu'il part à Douala. Rassurez-vous, il est devenu multimillionnaire et il a réussi sa vie, si je peux dire ainsi. Il faut Vous avez dit que c'est un Femman. Oui. Alors, fait-on parler de réussite? Oui. Il faudrait qu'on apprenne... non, il faudrait qu'on apprenne à utiliser... Cette réussite va faire l'objet d'un débat ici. Il faut qu'on apprenne à utiliser nos richesses et à valoriser ce qu'on a. Si tout le monde se déporte pour la ville, on va faire comment? Alors, et je voulais chuter en disant aux jeunes qui sont peut-être au village, qui nous regardent, que regardez comment ceux que vous considérez comme des modèles, comme des riches, se comportent. Ils sont tout le temps en train de revenir au village. Même pour passer un week-end, même pour un mois, même pour 2 semaines, ils reviennent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au village. Ils vont vous demander pourquoi est-ce que ces gens-là ne restent pas au village comme eux. Ambroise. Ah, l'exode rural. C'est si on se met à épiloguer sur ce phénomène, on ne pourra même pas peut-être, comment vous appelez, l'émergence de 2035 pourra nous trouver. Mais comme il est question de prendre quelques maillons qui peuvent enrichir notre débat, j'ai envie de dire que les uns et les autres ont déjà dit l'essentiel. Quand on parle de pauvreté dans les villages, c'est la faute à l'élite. Les élites ne réunissent pas les conditions pour que les jeunes restent dans leur village. Tout se passe comme si ils préfèrent même que les jeunes restent dans ces conditions. Ils préfèrent que les jeunes non seulement restent dans ces conditions, mais ils trompent la haute hiérarchie, leur faisant comprendre que dans sa localité, c'est le patron, c'est le pape. Tout le monde, c'est lui. C'est-à-dire il suffit d'un claquement de doigts, tout le monde va se rassembler. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et généralement, il n'y a personne qui descend sur le terrain pour vérifier si ce qui a été dit au sommet est vrai. C'est ce qui pousse les jeunes à quitter les villages parce qu'il y a une véritable pauvreté. Imaginez vous-même sur le plan éducatif. Vous allez voir dans des villages où les élèves s'asseyent à même le sol pour assister aux cours. Des professeurs qui ne viennent même pas parce qu'ils estiment qu'il n'a pas fait l'école pour aller enseigner dans un village à Ekocom, qui est mon village à Monatélé. Non. Il estime
que son statut ne lui permet pas d'aller donner cours de ce côté, conséquence, le niveau intellectuel des enfants au village est très bas. On va prendre quel volet on va laisser, ou sur le plan sanitaire. Vous allez voir, on parlait de l'hôpital tout à l'heure, vous allez voir dans des villages où il n'y a pas de centre de santé même intégré. Parce que l'élite a abandonné le village, il n'a pas porté la voix des populations qui ont besoin de se soigner. Conséquence, les populations sont plongées dans un calvaire qu'on ne peut pas décrire ici. Ajouter à cela, ça ne concerne pas l'élite. Il y a un phénomène de sorcellerie qui s'est installé aussi dans des villages où, au lieu que les parents du village puissent permettre que l'évolution des enfants, veulent plutôt les tuer. Et ce sont des mauvais vieux. Ça peut faire rire, mais ça, je vous dis qu'il y a des villages. Je n'ai pas dit que c'est. J'ai dit que ça ne concerne pas l'élite. Ça ne concerne pas l'élite. Il y a les parents. Expliquez-nous ce phénomène. Il y a des parents qui ne veulent pas voir les jeunes évoluer. Vous allez voir des jeunes qui sont recrutés même dans la sorcellerie à 14 ans. 13 ans. C'est même, voilà, vous dites que c'est tard. Ça peut être plus tôt. Ça peut être plus tôt. Tout dépend du contexte et l'environnement. Très bien. C'est pour ça que j'ai dit que c'est l'élite. Vous savez, JSK. Je n'ai pas fini. Je suis pas fini, François, monsieur. Donc, vous voyez qu'il y a dans une autre catégorie de jeunes qui ne voudraient pas vivre ça. Pour mourir tôt. Pour mourir tôt, fuir la sorcellerie pour aller en ville. Et quand ils arrivent en ville, Ils trouvent une autre sorcellerie. ils trouvent une autre... Non, pas forcément la sorcellerie. La sorcellerie moderne. Je ne suis pas Parfois, d'accord avec cette raison d'Ambroise parce que c'est pas lorsque vos os sont déjà durs qu'on va vous manger. Quand vous êtes encore jeune, 1 an, 2 ans, 3 ans, les sorciers n'ont rien pu faire. Ne vous ont pas mangé. C'est à 16 ans, 17 ans que vous estimez qu'il y a les sorciers au village. Ahmed t'a dit quelque chose tout à l'heure. Ahmed t'a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que si au moins tu partais dans ton village, c'est pas de ça qu'il est question. Tu devais voir beaucoup de choses. En tout cas, mais moi je vais te dire qu'il y a des jeunes qui souffrent. Les poules ne parlent pas des... Il y a des jeunes qui souffrent Les à poules cause ne de parlent pas ce de dames. Donc laissez l'enfant du village parler, parce que lui il enseigne quelque chose. Que moi, je suis désolée. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Parce que vous êtes en train de me dire. C'est pas ce qu'on a dit. Vous êtes en train de me dire. C'est vous qui dites que vous ne partez pas au village. C'est pas de ça qu'il est question. Nous qui partions au village. Bon, ok. Nous qui partions au village. Pourquoi vous êtes Il y a des gens. Ambroise, permettez quand même qu'on Depuis que vous partez au village, qu'on ressente la substance de sa pensée. Arrêtez souvent d'accuser les sorciers. Ils sont sorciers, oui. Ouais. Mais à un moment, il faut les laisser respirer. Non, Parce que nous sommes nous-mêmes la cause de notre idiotie. On a compris. Je voudrais finir. D'accord, on a compris. Non, vous dites nous qu'à sommes 16 la ans, cause de notre vous dites idiotie. qu'à 16 ans, on a échappé à la sorcellerie. 17 ans décide de quitter le village pour la ville, qui trouve une autre raison, pas la sorcellerie, parce qu'il y vit depuis 16 ans, on aurait bien pu le manger Avant. quand sa chair était C'est encore compris. tendre. Amen, Bala, oui, c'est compris. On a compris. Est-ce qu'on mange forcément les gens quand on est tendre? D'accord, allons-y, oui. On peut te détourner de tes objectifs. À 16 Madame, ans. à 16 ans, on te tourne le cerveau. S'il vous plaît. Au lieu Oui, d'avoir même l'ambition d'aller en ville, tu vas te retrouver en train de boire les kitoko avec les vieux parents au Surtout village. que c'est à 16 ans que vous commencez à être utile à vos parents. Tu vas savoir, C'est à 16 ans que vous commencez à être Je utile vais vous à la dire, société je vais et vous vous pouvez dire. faire des jaloux. Ça, je peux comprendre. Oui, Oui. c'est qu'il y a au village, on retrouve Amen. ça en ville. Je suis désolée, Amen. même les sorciers sont en ville. D'accord, c'est Même compris, les Audrey. buveurs On de a- kitoko, les buveurs on a de compris. rap. Sauf qu'il n'y a rien On de a compris. négatif dans la Audrey. sorcellerie. Il ne faut pas tout confondre. Permettez qu'Ahmed La sorcellerie, c'est pas Ahmed mauvaise lève la chose. parole, Ahmed. Merci, Jessica. Allez-y. C'est un sujet passionnant. Et je crois que, moi, je continue à le dire,
les sujets de sorcellerie et autres, moi je trouve ça résiduel. Vous avez évoqué un élément tout à l'heure lorsque vous avez demandé, vous avez dit par exemple votre village, à Batié, à Bambi, et des jeunes à 18h, Bafoussam de l'autre rive. Mais attendez, c'est quoi quand je vous parle de la décentralisation, Bambi devrait également avoir la lumière. Bambi pouvait aussi briller, aussi briller que Bouddha ou Bafoussam. C'est ça qu'il s'agit dans la constitution, dans la décentralisation, et qui a été complété par le Code général des collectivités territoriales décentralisées de décembre 2019. Donc c'est une solution pour... Donc pour moi, lorsque monsieur le natif de Monatélé évoque les questions d'élite, c'est donc un autre problème. C'est votre dernière prise de parole. Oui, chacun va faire dans le comité en principe, ils doivent faire partie des comités de développement. Ça veut dire que s'il manque des bancs dans des écoles et tout, ils doivent contribuer à ce que cela se passe. Donc, pour terminer, je souhaite très sincèrement que pour que nous évitions, pour que nous limitions l'exode rural, la sorcellerie et autres, tout ce qu'on parle l'élite, non. J'estime que si la fonction publique locale, telle que prévue par la décentralisation, complétée par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, est véritablement mise en place, je suis convaincu que ce sera fait. Est-ce que vous savez que les présidents des régions, les régions ont été votés en décembre 2020? Ils ne sont, jusqu'à présent, n'ont pas voté le budget, ils ne travaillent rien, ils sont là, ils ne font rien. Ils ne font rien, ils ne savent pas pourquoi ils ont même été votés, pourquoi ils sont là. Beaucoup n'ont même pas de bureau. Et donc, pour dire qu'en principe, s'ils avaient été... C'est de ça dont on souffre. Oui. Les papiers ne développent pas un pays. Les lois et les machins ne font pas le développement. Le développement vient du cœur. La vie vient du cœur. Ça veut dire que vous aurez toute l'armada juridico, je ne sais pas, tous les textes que vous voulez. Si l'homme a un mauvais cœur, rien ne fonctionne. Alors pour le cas d'espèce, si l'homme n'aime pas le village, il ne reste pas au village. C'est pour ça que je dis, vos présidents de région sont sous la botte des gouverneurs. Donc l'administration centrale a toujours la main mise sur la décentralisation et ne peut pas lâcher le grappin parce que ce que les gens voient, c'est des richesses. Et je redis en l'état actuel des choses, deux choses. Vous êtes convaincu quand même que s'ils lâchent du lest, il y a changement. Je dis deux choses que je dis. C'est tout ce qu'on souhaite. La première, c'est que l'élite politique a vu la population en termes de bétail électoral. Et il faut appauvrir les gens au maximum pour les obliger à voter dans le sens qu'ils désirent. Et c'est par la volonté de maintenir dans les gens dans cette situation que l'imposture continue de se prolonger. Et la deuxième des choses, je suis désolé, la sorcellerie n'a rien de négatif. Dans les villages, il y a ce qu'on appelle des sectes. C'est-à-dire qui sont gangrénés par des marabouts, qui sont gangrénés par des charlatans. Parce que ce que vous devez savoir dans la sorcellerie, c'est qu'en fait, c'est une science qui a pour objectif de construire le développement. Donc, quand on lance la maladie dans certains villages... Non, là-bas, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie, c'est aussi comme vous êtes ici à Yaoundé. Vous avez des gens qui sont dans des sectes bizarres. Ce qu'on appelle sorcellerie, c'est par exemple le principe que la maman a au village
de creuser la terre pour mettre de l'arachide et après l'arachide, elle met quelque chose. Peut-être vous ne parlez pas de la même chose. Non, je parle de la même chose qui a été dévoyée parce que c'est pour ça que je dis, c'est ça le mandat que l'Occident a créé chez nous, de faire en sorte que les choses changent de définition et qu'on commence à François, vous nous amenez non seulement dans la sorcellerie, mais vous nous amenez dans la sorcellerie philosophique. Alors je vous retire la parole parce que c'est la fin de l'émission. Si vous appelez Jésus malheureusement, c'est coupé dans la fin de l'émission. On poursuit ce thème très important demain. Pourquoi les jeunes partent-ils des villages? Pourquoi, entre guillemets, fuient-ils? Parce que ça ressemble à de la fuite, ce que nous percevons, ce que nous voyons, ce que nous vivons dans les villages aujourd'hui. Pourquoi partent-ils pour aller se livrer à parfois la mendicité en ville? Pourquoi partent-ils pour souffrir dans les cités? On les voit dans les rues souffrir vraiment. Pourtant, ils ont laissé des villages qui sont pleins de terre, un environnement propice au développement, à la transformation. Bref, on comprendra davantage sur cette question la semaine prochaine. J'allais dire demain, pardon, autant pour moi. On reviendra sur ce thème dans le focus. Le temps pour moi de dire donc merci à vous, merci chers messieurs et dames d'être venus, merci à toute l'équipe de production, merci à tous ceux qui nous regardent dans les maisons et à travers Internet, Facebook. On vous retrouve demain quand il sera 10 h pour une autre production, une autre édition de votre programme Les Influenceurs. Au revoir.